tout à l'heure, je vais quand même vous dire, je lui ai demandé, mais votre engagement en termes de réduction, là, c'est en absolu ou en intensité? Il m'a dit c'est en absolu. C'est un copain et deux. Donc déjà, bon. Du coup, je veux bien qu'on... ouais. Sur, celle qui est sur la... Yeah. En attendant que la présentation arrive, je voyais que comme vous parliez de tout ce qui était achat responsable, juste pour vous dire la norme achat responsable, hein, sur laquelle en fait le CNR on a travaillé dessus, c'est la norme ISO 20400. Et juste pour votre information, en fait cette norme ISO 20400, c'est la France qui a eu le leadership au niveau des organismes de normalisation. Et en fait, elle est basée sur la première norme AFNOR française. Donc là-dessus, je trouve que la France, elle a des approches qui sont assez intéressantes. Et je permets de vous dire ça aussi, parce que c'est pareil pour l'économie circulaire. Pour ceux qui s'intéressent à l'économie circulaire, c'est la France aujourd'hui qui a aussi le leadership au niveau de l'organisme de normalisation, puisqu'on va vers une norme ISO internationale. C'est en cours, hein, elle n'est toujours pas sortie. Mais à nouveau, c'est la norme AFNOR qui fait référence aussi par rapport à l'économie circulaire. Bon, pour une fois, on peut quand même valoriser les travaux de la France, donc profitons-en. Voilà. Il faut que je reste là, c'est ça, je ne peux pas me balader partout. D'habitude, j'ai l'habitude de me promener partout. Moi, je voudrais vous parler des problématiques de l'économie circulaire et pourquoi, en fait, l'économie circulaire va nous inciter à devoir repenser, en fait, nos relations avec nos fournisseurs, à devoir repenser les relations clients-fournisseurs. Donc, moi, je m'intéresse véritablement aux problématiques B2B, d'accord ? Et donc, en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est dès lors que l'on parle, en fait, de repenser les relations clients-fournisseurs, vous comprenez bien qu'automatiquement, il y a une problématique à un moment donné d'achat, c'est-à-dire que ce sont les achats qui vont effectivement aller gérer ces relations avec les fournisseurs, d'accord ? Et comme je ne suis pas sûre que la fonction achat, ce soit quelque chose avec lequel vous soyez totalement familier, vous m'excuserez pour cette introduction sur les achats, qui va peut-être vous paraître assez peut-être évidente. Je voudrais juste avoir une idée comme ça, d'après vous, en moyenne, les achats dans une entreprise, ça représente combien en pourcentage de la vente dans une entreprise? Si je prends par exemple le chiffre d'affaires d'Airbus, puis vous m'exprimez en pourcentage, qu'est-ce que ça représente grosso modo, par exemple les achats chez Airbus? Allez, j'ai pris que des grandes entreprises hyper connues, hein, d'accord? J'ai pas... vous avez le droit de répondre. Hein. Donc, non, pas d'idée. Donnez-moi au moins quelques chiffres. C'est quoi? 40%? Ok, allez, on y va. Qui dit mieux? Alors vous n'avez pas le droit de jouer parce que vous faites partie de mes anciens étudiants, donc ils connaissent la réponse. Est-ce que vous avez une idée? Tout au fond? Ok, qui dit mieux? Allez, c'est 80%. D'accord? 80%, c'est la part achat d'Airbus. Pour faire simple, si jamais Airbus vendait un avion 100 €, il achèterait pour 80 €. D'accord? Et Airbus, au niveau mondial, il gère en 2022 12 000 fournisseurs. Allez, on fait la même chose avec Bouygues, puisque je sais en plus qu'il y a une personne de chez Bouygues Construction qui va intervenir juste après. Par achat de Bouygues Construction. Petite idée comme ça? Allez, je vous le dis, 70%. D'accord? Il faut que vous ayez une idée, c'est que en fait, dans l'industrie, en moyenne, la part achat, c'est autour de 60%. Dans le retail, on est plutôt au-dessus de 80%. Retail, on comprend bien, hein, au-dessus de 80%, c'est pas étonnant, d'accord? Et puis après, quand on va dans les services, des entreprises comme Société Générale, des entreprises comme Capgemini, qui font du service, du conseil, etc. D'après vous, quelle est la part achat? Toujours en pourcentage de leur chiffre d'affaires. Alors là, on chute. En moyenne, on est autour de 30%. Société Générale, c'est un peu moins. Ils sont à 22% en 2022 et ils gèrent 5300 fournisseurs. Mais c'est juste pour vous donner des idées. D'accord? Ensuite, deuxième type d'idée, effectivement, c'est le scope 3. Alors, pas tout le scope 3, parce que nous, ce qui nous préoccupe, nous, c'est le scope 3 amont. D'accord? C'est-à-dire le scope 3, côté, à un moment donné, supply chain amont, et donc en particulier avec les fournisseurs. Donc, d'après vous, en moyenne, je vous ai déjà donné une piste tout à l'heure en introduction en vous présentant, pour donner la répartition par rapport au scope 3. En moyenne, le scope 3 amont, pas la totalité, amont uniquement, hein, je ne prends pas l'aval. C'est en moyenne combien dans les entreprises, par secteur, par c'est pareil, vous avez des idées? Ouais. Oui, en moyenne. Alors évidemment, comme c'est une moyenne, il y a un écart type qui est important.
D'accord ? Puisque, bien évidemment, on a une personne qui va tout à l'heure nous présenter dans l'aluminium, c'est pas du tout ça. D'accord ? Mais grosso modo, en moyenne, tous secteurs confondus, effectivement, c'est supérieur à 70%, et en moyenne, c'est 11 fois plus que les émissions du scope 1. Alors, bien évidemment, il faut nuancer, parce que quand on est en fait sur tout ce qui est raw materials, c'est le scope 1 et 2 qui vont être les plus importants. Par contre, dès lors qu'on est sur des produits finis, alors là, le scope 3 amont explose. Juste pour vous donner une idée, chez Apple, vous avez une idée que le scope 3 amont, hein, lié à la supply chain amont, fournisseur. 78% du total des émissions. Chez Nestlé, scope 3 amont, que les fournisseurs, on est d'accord ? Presque 84%, 83,3% des émissions totales, etc., etc. D'accord ? Donc, vous comprenez bien que, bien évidemment, en tout cas, ça veut dire qu'a priori, il va quand même falloir qu'on travaille ensemble. Vous comprenez pourquoi je suis là aujourd'hui sur une manifestation qui est organisée par le Club des directeurs du développement durable. Qu'est-ce que vient faire à un moment donné quelqu'un des achats ? Parce que je pense qu'il va falloir qu'on travaille ensemble, d'accord ? Et donc, il va falloir à un moment donné qu'on essaie de voir comment faire pour effectivement collaborer de façon un peu plus intense, en tout cas ensemble. Alors, par rapport à ça, il y a un point qui est assez important, parce que je m'intéresse beaucoup, en tout cas, à un certain nombre de leviers, et en particulier à l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, en fait, souvent, on la représente par rapport aux 3 R. D'accord ? Donc, reduce, reuse, recycle. Et sincèrement, je pense que c'est une erreur. En fait, ça introduit des biais et ça nous limite énormément dans les possibilités que nous avons. Donc, je suis désolée, mais oublions les R. Alors, il y en a qui en rajoutent. J'ai même vu des présentations qui allaient jusqu'à 12 R, 6 R. Non, arrêtez, sincèrement. Et donc, par rapport à ça, j'ai proposé dans mon dernier livre blanc, et si jamais vous souhaitez, en fait, il n'y aura aucun problème pour vous le mettre à disposition. Donc, j'ai publié un livre blanc sur Circular Economy, Opening New Routes with Procurement, en partenariat avec l'entreprise Evalua. Et en fait, dans ce livre blanc, je définis fondamentalement ce qui me paraît être le plus important dans le cadre d'une approche B2B par rapport à l'économie circulaire. Et en fait, par rapport à ça, moi, je propose 6 grands points, 6 grandes logiques en termes, en fait, de catégories de leviers très significatifs. D'accord ? Le premier, bien évidemment, c'est l'éco-conception, d'accord ? Éco-design. Je les dis tous rapidement, puis après, vous inquiétez pas, je vais rentrer dans le détail. Le deuxième, c'est responsible sourcing, le sourcing responsable. Troisième, c'est tout ce qui est économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que vous allez privilégier, en fait, l'usage plutôt que la possession. Quatrième grand groupe, en fait, de leviers, c'est tout ce qui correspond au partage. Économie du partage, mais aussi symbiose territoriale, symbiose locale, symbiose industrielle. D'accord ? Le cinquième, c'est l'extension, en fait, de la durée de vie des produits. Et effectivement, on va retrouver des R. D'accord ? On va retrouver de la réparation, du réusage, du remanufacturing, du reconditionnement, etc. D'accord ? Et puis le dernier, c'est la gestion de la fin de vie. Et dans la gestion de la fin de vie, alors oui, on va trouver le fameux R de recycle. D'accord ? Mais c'est un point parmi d'autres. Et on va beaucoup trouver aussi des enjeux de valorisation. D'accord ? Sauf que ça, pour moi, ce n'est pas suffisant. Si vous abordez l'économie circulaire comme ça, à nouveau, ce n'est pas suffisant du tout. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien en fait, avoir des actions, par exemple, de recyclage qui ne sont absolument pas socialement responsables. Donc, il est essentiel que vous ayez en tête que votre approche, elle doit permettre de réconcilier des enjeux sociaux, environnementaux et économiques, bien évidemment. Et si véritablement on arrive à être sur ce schéma-là, alors là, on commencera à pouvoir vraiment avancer. Alors, je vous propose ensuite, par rapport à ça, de vous dire la philosophie qui est derrière l'économie circulaire et pourquoi je pense que c'est l'économie circulaire qui va nous permettre d'avancer. Et là, je me réfère aux travaux, notamment de la Fondation Ellen MacArthur, qui nous dit que l'économie circulaire, aujourd'hui, ce sera un des principaux leviers qui nous permettra réellement de découpler, de décorréler le développement économique mondial de la consommation des ressources et des impacts négatifs de la consommation des ressources, en particulier des impacts sociétaux. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment essentiel. Alors du coup, maintenant, je reprends ma casquette en termes à un moment donné de problématiques achat et de management de la relation fournisseur, et je vais vous expliquer pour nous quels sont nos enjeux et pourquoi en fait à chaque fois, il va falloir que l'on repense la façon dont on manage la relation fournisseur. Et qu'idéalement, il va falloir à un moment donné qu'on travaille ensemble à tous les niveaux et en particulier avec vous qui êtes des spécialistes du développement durable parce que bien évidemment, on va avoir besoin de votre support. D'accord ?
Donc sur le premier point, l'éco-conception, l'éco-design, c'est vraiment la base de tout. C'est vraiment le point qui est le point essentiel au niveau, à un moment donné, de toute entreprise. Alors à nouveau, j'ai une question. D'après vous, pourquoi est-ce aussi important? Eh bien, quel est d'après vous le pourcentage de l'impact environnemental, mais aussi économique? Je suis une acheteuse à l'origine, enfin pas acheteuse, mais je suis dans ce domaine-là. Donc l'économique, c'est important aussi pour nous, d'accord? Qui est déterminé dès la phase de conception. Allez, on se relance. Qu'est-ce qui me fait une proposition? Impact environnemental? Yes, vous êtes au top. Donc effectivement, c'est 80% de l'impact environnemental qui est déterminé dès la phase de conception. Donc on comprend bien évidemment que c'est la base de tout, d'accord? Et maintenant, quel est le pourcentage si vous voulez, on parle nous à un moment donné de pourcentage de coûts qui sont déterminés dès la phase de conception. C'est pas autant que ça, mais c'est pas autant que ça, c'est 75%. 75% en moyenne. Alors à nouveau, vous avez raison, on est toujours sur des moyennes, donc il peut y avoir des écarts types, bien évidemment, par rapport à certaines typologies de produits, etc. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est 75% des coûts qui vont être préengagés dans la phase de conception par rapport aux choix que vous faites dès la phase de conception. D'accord? Donc en fait, les enjeux sont essentiels, à la fois environnementaux, mais aussi en termes de coûts tout au long du cycle de vie du produit. Les coûts qui vont être liés au manufacturing, les coûts qui vont être liés au recyclage, les coûts qui vont être liés, etc. etc. D'accord? Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, quand vous prenez les principales sources d'innovation dans les entreprises, je suis à nouveau au regret de vous dire que ça n'est pas systématiquement, l'innovation ne vient pas systématiquement de la R&D en interne. Et parmi les principales sources d'innovation, il y en a deux. Premièrement, ce sont les fournisseurs. Et deuxièmement, normalement, vous êtes beaucoup inspiré par vos clients. Ce qui veut dire que quand on regarde en fait les principales sources d'innovation, comme la majeure partie aujourd'hui vient en fait des fournisseurs, et ça c'est toutes les dernières études académiques qui le prouvent, d'accord ? Ça veut dire que vous avez plutôt intérêt à associer vos fournisseurs dès la phase de conception. Et si vous voulez associer les fournisseurs dès la phase de conception, il faudrait aller vers une logique de ce que l'on parle de co-développement ou de co-innovation avec les fournisseurs. Mais plus que ça, il faudrait en faire du co-éco-conception. Et même changer et aller vers du co-éco-conception dans une démarche à un moment donné de coût cible. Pour véritablement avoir la quintessence de démarche en fait à un moment donné d'éco-conception et d'éco-design. Et juste un point comme ça, si vous prenez une entreprise comme Fairphone, que je pense que vous connaissez, d'accord ? Quand à un moment donné, ils ont designé ce magnifique téléphone portable qu'ils considèrent comme étant à un moment donné fair, et avec un impact environnemental moindre. Le premier point, c'était de réfléchir à un moment donné à du D4D, c'est-à-dire du Design for Disassembly. Sinon, grosso modo, déjà, ça va être sacrément compliqué derrière en termes d'impact en fin de vie. Et puis, à réfléchir sur des designs modulaires, parce que plus on est sur des designs modulaires, plus ce sera facile à un moment donné, du coup, quand il n'y a qu'une partie qui est, par exemple, cassée, de remplacer juste cette partie-là, et non pas de jeter la totalité du téléphone portable, par exemple. Donc en fait, quand ils ont réfléchi comme ça, c'est pas eux qui le manufacturent, hein. C'est pas eux qui l'assemblent. Qui c'est qui fait tout ça? Ce sont des fournisseurs. Donc ça veut dire qu'il faut systématiquement associer les fournisseurs pour voir comment est-ce qu'on peut repenser à un moment donné le design de façon à ce que derrière on puisse le manufacturer de façon différente. Et puis je vous disais, c'est bien joli tout ça, mais quand vous associez ça avec du coût, vous dites aujourd'hui, des gens qui sont capables d'aller vous designer et de vous manufacturer ce type d'appareil, c'est plutôt à un moment donné des gens. Alors le design va se faire en Europe, aux États-Unis, mais par contre la manufacture va se faire plutôt dans des pays asiatiques et en particulier en Chine. Alors je vous ai dit économique, ok, mais je vous ai dit social aussi. Donc ça veut dire que c'est bien joli de dire super, je vous propose un téléphone portable qui est totalement à un moment donné, qui va pouvoir être démontable, désassemblable, donc changer, etc. Sauf que derrière, vous allez se faire travailler à un moment donné des Chinois avec des salaires qui sont catastrophiques. Pourquoi je vous prends cet exemple-là? Parce qu'ils sont à la fois sur l'impact environnemental et social. Et eux, ils ont dit on fait une étude et on va regarder, et c'est avec leur fournisseur chinois qui s'appelle Arima, et ils disent eux, on va les payer à un moment donné beaucoup plus cher et on va leur donner un bonus qui correspond à un moment donné, grosso modo, c'est par rapport, vous avez en fait ici, voilà. Là, vous avez le bonus par rapport à un moment donné à un salaire classique. Et en plus, ils disent, mais au-delà de ça, en plus, on va mettre en place des systèmes qui vont nous permettre d'avoir véritablement ce qu'on appelle les worker voice.
Arrêtez à un moment donné les entreprises de grosso modo vous donner bonne conscience en demandant à vos fournisseurs comment est-ce qu'à un moment donné ils sont bons ou pas d'un point de vue social et de baser toutes vos évaluations que sur du déclaratif. Ah mais ça rassure, hein, c'est super, comme ça on peut cocher les bonnes cases derrière lors des audits. Non, aujourd'hui vous avez des outils digitaux qui sont fabuleux comme Ulula, qui sont à un moment donné des outils que vous, aujourd'hui dans la majeure partie des pays en Afrique, en Asie, etc., même les populations qui sont des populations très défavorisées, dans la majeure partie des situations, elles ont des téléphones portables. Et donc, sur cette plateforme-là, vous avez en fait traduit en swahili, traduit en bengali, traduit en mandarin, tous les différents points par rapport à comment vous sentez-vous dans votre travail, est-ce que vous êtes harcelé, est-ce que vous avez des systèmes de sécurité, etc. Et vous récupérez, vous collectez directement la voix des travailleurs. Et ça, c'est des avancées pour nous en tant qu'acheteurs, parce qu'il y en a marre à un moment donné simplement d'être sur du déclaratif. Ça, c'est véritablement une vraie approche sociale, économique et environnementale. Le deuxième point, c'est du responsible sourcing. Le responsible sourcing, en fait, on est en train de nous dire, c'est très simple, effectivement, si on veut décarboner à horizon 2050, est-ce que vous savez aujourd'hui, quand on fait des études, ça c'est l'Agence internationale de l'énergie qui avait fait cette étude-là, est-ce que vous avez une idée à nouveau des technologies qui sont encore en cours de développement pour nous permettre d'atteindre à un moment donné le net zéro d'ici 2050 ? Eh bien, c'est 46%. Donc, grosso modo, ça veut dire que la majeure partie aujourd'hui, une grosse partie des technologies, elles sont à un moment donné pas complètement maîtrisées. Et nous, on vient nous dire au niveau des achats, c'est génial, on va faire du co-développement avec des fournisseurs, on va co-innover, on va aller construire de nouveaux matériaux, on va imaginer plein de choses. Mais aujourd'hui, attendez, les fournisseurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, waouh, ils ne sont pas capables dans beaucoup de situations de faire un certain nombre de choses. Donc en fait, aujourd'hui, le gros challenge de la fonction achat, c'est d'aller sourcer, et c'est ce qu'on appelle d'aller faire du scouting, et d'aller chercher en fait, et d'être sur des démarches d'open innovation pour aller voir ce qui se passe ailleurs, et surtout pas dans les réseaux avec lesquels on a l'habitude historiquement de travailler. Et donc c'est vraiment super important de sortir en fait de nos schémas classiques de relations fournisseurs classiques et d'aller chercher dans d'autres écosystèmes. Et je voudrais juste savoir ce que c'est que ça. C'est quoi ça? Vous avez une idée ou pas? En tout cas, c'est de l'huile, c'est du ricin. Et en fait, ce que vous avez sous les yeux, c'est le polyamide 11, c'est-à-dire ce sont des nouveaux types de polymères qui sont capables de remplacer totalement le plastique, qui sont totalement biosourcés, donc sans pétrochimie. D'accord ? Et aujourd'hui, qu'on va l'utiliser parce qu'ils ont les mêmes capacités en termes de légèreté, de flexibilité, mais en termes, par contre, d'impact environnemental beaucoup plus intéressant qu'un certain nombre de, on va dire, de plastiques et associés, et qu'on va aujourd'hui aller sourcer aussi bien dans l'automobile, mais aussi typiquement, par exemple, avec Decathlon, avec lesquels j'ai pas mal travaillé, on est en train de se dire, mais pour être capable à un moment donné de recycler nos superbes baskets qui sont impossible à recycler, hein, parce que c'est de la colle, c'est du multimatériau, on pourrait utiliser des matériaux comme ça et ça permettrait d'avoir un impact environnemental un peu moindre. Sauf que vous imaginez, vous êtes dans la direction achat de Decathlon, on dit on va aller sourcer ça auprès d'un chimiste, et ce chimiste, il s'appelle Arkema. Ça change un peu à un moment donné la façon d'envisager à un moment donné les achats qu'on avait l'habitude de faire et surtout les types de sourcing qu'on a l'habitude de faire. Le deuxième changement fondamental qu'il va y avoir, c'est que d'habitude, en fait, on a l'habitude d'acheter auprès d'un fournisseur de produits finis. Nous, en achat, on appelle ça des tier 1, des rangs 1. D'accord ? Donc, on va acheter auprès de notre fournisseur de produits finis. Sauf que la problématique aujourd'hui, c'est que le fournisseur de produits finis, si on veut véritablement avoir des produits qui soient avec des empreintes environnementales différentes, je n'ai pas parlé que de l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale au sens large, et en particulier, monsieur de Septodon a parlé beaucoup de l'eau. Il faut savoir que d'ici 2030, c'est 40% de pénurie d'eau sur la planète qui est prévue. Donc ça veut dire que l'eau va être déterminante et va être critique. Je prends aujourd'hui le textile. Le textile, aujourd'hui, toutes les zones sur lesquelles ils sont, à nouveau beaucoup de zones en Asie, il va y avoir des pénuries d'eau rapidement. Or, quand vous êtes en train de teindre du textile, la consommation d'eau est énorme et la pollution est énorme. Parce qu'on utilise aussi beaucoup de matières chimiques. D'accord ? Donc ça veut dire que tous ces gens-là sont en train de se dire, si jamais à un moment donné, je continue simplement à travailler avec mes fournisseurs de produits finis, je ne suis pas sûr de fondamentalement être capable de transformer tout mon secteur. Donc on est en train de se dire qu'il faut qu'on aille sourcer tout en bas de la pyramide
il faudrait peut-être qu'on aille sourcer à un moment donné des fournisseurs de machines. Et potentiellement, dans d'autres secteurs, on est en train de se dire aussi qu'il faudrait peut-être aller sourcer du raw material. C'est ce que je vous expliquais, par exemple, par rapport à Decathlon, qui, vous avez vu, va sourcer des raw materials comme du polyamide. D'accord ? Et bien, dans le cas de Nike, ils se sont dit, c'est nous-mêmes qui allons sourcer des fournisseurs de machines. Et ce fournisseur de machines, ça s'appelle Daiko. Et c'est la seule innovation au monde qui vous permet en fait de faire de la teinture en utilisant du CO2 et en fait sans eau et sans matière chimique. C'est eux qui vont sourcer en direct ce fournisseur-là, qui est un fournisseur, on est d'accord, de rang X, et ils vont demander à leurs fournisseurs de textiles, en particulier le taïwanais Far Eastern New Century, d'aller utiliser ce type à un moment donné de machine. Et donc, en fait, nous, on est sur des logiques où on change totalement nos relations clients-fournisseurs, parce que d'habitude, on était sur des logiques pyramidales assez faciles, one-to-one. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des relations tripartites, où, en fait, en tant que client, on va sourcer à un moment donné des fournisseurs de raw materials ou de machines qu'on va, entre guillemets, très largement suggérer, pour ne pas dire imposer, à nos fournisseurs qui sont des fournisseurs à un moment donné de produits finis, en sachant que les relations de pouvoir sont totalement transformées, parce que les relations de pouvoir, désormais, sont du côté, à un moment donné, des fournisseurs, soit de machines, soit de raw materials. Et donc, ça veut dire qu'on a des problématiques de nouveaux équilibres à trouver dans des relations tripartites, avec des enjeux énormes. Autre point qui est vraiment déterminant, dès lors qu'on veut rentrer dans l'économie de la fonctionnalité, et puis dans tout ce qui est sharing economy et symbiose locale, eh bien, il faut dire aux fonctions achats, arrêtez d'acheter. Parce que fondamentalement, l'avenir de la fonction achat, c'est d'arrêter d'acheter. Et quand je dis ça au niveau, à un moment donné, du conseil d'administration du CNA, ou quand je dis ça auprès de mes étudiants que je forme pour demain, ça les interpelle quand même. Et donc, je vous renvoie sur le dernier article que j'ai écrit dans ma communauté, et cet article a fait beaucoup de bruit, dans lequel je dis « Quel avenir pour la fonction achat ? Arrêtez d'acheter ». C'est en B2B, on est d'accord, hein ? Je ne suis pas sur du B2C, moi je suis spécialisée que sur le B2B. D'accord ? Donc ça a un peu perturbé les choses. Alors je vous explique pourquoi ça perturbe les choses. Premièrement, il faut arrêter d'acheter parce que la possession, à mon sens, est anachronique. Quand on y a un acheteur achète, dans sa petite tête, il faut qu'il achète l'actif, il faut qu'il le possède. Et moi je vous dis non. En fait, on est dans l'ère de la fin de la possession, on rentre dans une ère de l'usage. Et donc, dans l'ère de l'usage, plutôt que, par exemple, d'investir dans des luminaires, dans vos entrepôts ou dans des magasins, vous optez pour une solution Product as a Service. Et donc, vous optez pour une solution, en fait, de Light as a Service. Vous n'achetez plus les luminaires, vous achetez, en fait, et vous signez un contrat de performance énergétique, en l'occurrence avec Signify, d'accord ? Et le fournisseur va s'engager sur des baisses de consommation énergétique. Mais on peut faire ça avec plein de choses, avec des compresseurs. On n'achète plus le compresseur, on achète un nombre de mètres cubes d'air, par exemple. D'accord ? Et l'idée, c'est quoi ? Eh bien, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour la fonction achat ? Vous transformez des CAPEX en OPEX. Donc, vous transformez des charges fixes en charges variables. Donc, ça veut dire que vous améliorez, en fait, le ROS de l'entreprise. D'accord ? La rentabilité des capitaux engagés de l'entreprise. Et puis, ensuite, vous faites en sorte que, dans la relation que vous allez avoir avec le fournisseur, ce qui terrifie les entreprises, c'est quoi ? C'est la dépendance. On ne veut pas être dépendant des fournisseurs. Ah ouais, génial. Mais si vous ne voulez pas être dépendant des fournisseurs, vous n'irez pas vers ce type de contrat-là. Parce que là, justement, il faut s'engager dans la durée. Il faut s'engager dans la durée pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer le risque de dépendance ? Ben, c'est très simple. Vous mettez des contrats de performance avec des clauses de partage de gains. Et le fournisseur, il est incentivé sur du résultat. Et vous allez, dans ce cas-là, l'incentiver, par exemple, sur les baisses des consommations d'énergie, sur les économies réalisées grâce à la maintenance. Et vous allez l'incentiver sur la diminution des émissions de CO2. Et dans les deux cas, les deux, ils trouvent à un moment donné un avantage. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on voit totalement nos relations avec nos fournisseurs. Parce que le fournisseur, il reste possesseur de l'actif. Il va falloir qu'on change nos contrats, il va falloir qu'on aille vers des contrats beaucoup plus sophistiqués, et puis il va falloir qu'on mette des clauses qui sont à un moment totalement différentes. D'après vous, au niveau mondial, il y a combien d'entreprises qui font des clauses de partage de gains avec leurs fournisseurs ? Moins de 30% au niveau mondial. C'est ridicule. Alors que c'est véritablement un point qui nous permettra d'avancer. Deuxième point, arrêtez d'acheter. Arrêtez d'acheter parce que
on pourrait tout à fait rentrer dans des logiques de symbiose régionale, locale. L'exemple que tout le monde connaît et qui est le plus connu, c'est Kalundborg au Danemark, on est d'accord? Mais allez à Dunkerque. À Dunkerque, Ecopal, c'est une des plus belles symbioses en France. C'est le fait de dire, plutôt que d'aller acheter à un moment donné de l'énergie, plutôt que d'aller acheter un nouvel asset, un nouvel actif, plutôt que... Mais déjà, les résidus des uns sont les ressources des autres. On peut aller récupérer de la chaleur fatale, pas que chez nous, mais le voisin peut en récupérer, il va le réinjecter chez nous. D'accord ? Et puis, ça veut dire aussi qu'on va, plutôt que d'acheter, on réutilise, mais plutôt aussi que d'acheter des équipements, on les partage. On va partager des équipements de traitement d'eau, on va partager des équipements de traitement des eaux usées, d'accord ? Et donc, en fait, quand on regarde au total sur ce type, à un moment donné, d'écosystèmes locaux, je vous donne l'exemple de Dunkerque, 24 millions d'euros qui sont économisés par an. On est sur 635 000 tonnes de CO2 qui sont économisées, 30% d'eau qui est économisée, 100 000 gigawatts d'énergie qui est économisée et 87 000 tonnes de matériaux qui sont économisés. Simplement parce qu'à un moment donné, on arrête d'acheter et on réfléchit beaucoup plus sur des logiques de partage, sur des logiques à un moment donné partage d'actifs et puis de réutilisation à un moment donné des déchets des autres. Alors oui, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé comme fournisseur. Vous avez une porcherie à côté et d'un seul coup, vous réalisez que cette porcherie va pouvoir être votre fournisseur d'énergie. Waouh! Grâce à des phénomènes de méthanisation. Génial. Sauf qu'en tant qu'acheteur basique, en général, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir à un moment donné des fournisseurs classiques d'énergie. D'accord ? Puis vous ne pensez pas du tout que jamais vous avez peut-être ArcelorMittal à côté de chez vous, ça peut être aussi potentiellement un fournisseur d'énergie, etc., etc. Donc, par la récupération de la chaleur fatale et des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on change aussi notre mindset par rapport à ça. Et donc, en fait, le point qui est super positif par rapport aux symbioses territoriales, c'est pour le coup, là, on est en train de dire il faut absolument renforcer l'industrie en France, il faut réindustrialiser. On n'est que sur du local. On favorise de l'emploi local, on n'est que sur du local. Ensuite, effectivement, il faut qu'on apprenne à manager des fournisseurs qui ne sont pas vraiment des fournisseurs comme on a l'habitude de faire. Et puis, on est au cœur, à un moment donné, de nouvelles approches qui sont des approches du mutualisme entre entreprises. D'accord ? Alors, par rapport à ça, les derniers points sur lesquels je voulais faire réfléchir, qui sont des points plus classiques, qui sont tout ce qui est en fait extension de la durée de vie et puis gestion de la fin de vie des produits. Alors là-dessus, tout le monde a de grandes ambitions. Tout le monde, à un moment donné, trouve que ça va être génial si on peut recycler, si on peut réutiliser, si on peut remanufacturer, etc. Génial. Toutes les entreprises ont des programmes là-dessus. Super. Mais il n'y a pas de supply chain. En fait, on a plein de projets, mais aujourd'hui, on n'est pas capable. Aujourd'hui encore, les supply chains sont sous-développés, les réseaux de fournisseurs n'existent pas encore, les écosystèmes ne sont pas développés. Enfin, sauf qu'il y a une urgence, là. On nous dit qu'il faut y aller maintenant, quoi. Donc, ça veut dire que par rapport à ça, moi, j'ai juste une question. Il y a une urgence. 6 des 9 limites planétaires sont dépassées. Il y a une problématique d'innovation. 46% des technologies sont encore à un moment donné en cours de développement. Il y a des coûts, c'est 3 000 milliards à un moment donné qu'il faudrait mettre tous les ans jusqu'à 2050. Et puis, les supply chains qui ne sont pas encore à un moment donné créés pour aller gérer tous ces nouveaux écosystèmes. C'est quoi la réponse à cette équation ? Je vais vous la proposer. La réponse à cette équation, pour moi, elle tient en un seul mot. Et ce mot, c'est la coopération. Ça veut dire la seule façon de s'en sortir, c'est de coopérer. Et je voudrais juste vous donner un exemple. En fait, la seule façon de s'en sortir, c'est de rentrer dans des coopérations totalement différentes avec nos fournisseurs. Et je voudrais souligner une entreprise que j'apprécie particulièrement, qui est Volvo Trucks, entreprise suédoise, et dont le patron, en fait, nous dit « Partnership is the new leadership ». CEO de l'entreprise. Et il nous dit « There is » je suis désolée, je vais me décaler. « There is a need to cooperate in a complete new way in the supply chain ». Et l'enjeu pour eux, c'est quoi ? C'est de dire il faut effectivement qu'on ait de l'acier décarboné. Mais de l'acier décarboné, on se rend compte qu'un seul fournisseur n'est pas capable de faire ça. Donc, on va inciter nos fournisseurs à créer des consortiums entre eux et on va s'engager à acheter auprès des consortiums avec ce qu'on appelle à un moment donné des off-take agreements, des contrats d'engagement sur la durée. Et ici, vous avez un consortium entre 3 acteurs différents. Quelqu'un qui est un producteur d'acier, quelqu'un qui va proposer du minerai de fer et quelqu'un qui va proposer de l'énergie. Ils créent un consortium ensemble et ils créent une super innovation sur de l'acier décarboné. Le deuxième point, super, les batteries recyclées. Ah, mais les batteries recyclées, quand on dit aux acheteurs, il va falloir amender. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? Donc ça veut dire qu'à nouveau, on rentre dans des consortiums avec des fournisseurs qui sont totalement différents.
on va l'associer à un Eramet avec un Solvay, et puis on rentre aussi dans ce consortium. D'accord ? Et de plus en plus au niveau mondial, sur les sujets qui sont vraiment les sujets hyper problématiques, et les supply chains qui sont très problématiques à décarboner, on va vers des engagements en fait, sur lesquels on demande aux acheteurs des plus grandes entreprises de s'engager sur des volumes d'achats futurs, sur des choses qui ne sont pas encore créées, sur des usines qui ne sont pas encore créées, sur des technologies qui ne sont pas encore développées. Et ça, c'est ce qu'on appelle à un moment donné la First Mover Coalition, sur lesquels en fait, on va demander aux achats de prendre des engagements sur un certain nombre de sujets. Et parmi les secteurs sur lesquels on est le plus avancé, bien évidemment, c'est les secteurs qui sont à un moment donné parmi les plus compliqués, en tout cas, à décarboner. On va retrouver l'aluminium, l'acier, le ciment, etc. etc. D'accord ? Donc, je vous ai dit, c'est bien joli l'environnement, etc. Mais l'économie circulaire, ça ne pourra pas se faire sans le social. Ça veut dire, c'est bien joli à un moment de trouver des solutions, mais si on n'associe pas les hommes, grosso modo, ce n'est pas possible. Et on fait la même chose au niveau à un moment donné des hommes et du social. On essaye en fait, la seule façon de faire bouger des systèmes à un moment donné de salaire décent au niveau mondial, d'avoir des conditions de travail qui sont à un moment donné sécures au niveau mondial, c'est pas moi en tant qu'acheteur, une seule entreprise, d'aller voir mon fournisseur et lui dire « Oh, c'est pas bien, la sécurité de tes travailleurs, elle n'est pas bien ». On y va à plusieurs, on y va en meute, on s'allie entre nous, et du coup, on pèse beaucoup plus auprès des fournisseurs pour qu'ils transforment aussi leur méthode. Et ça, c'est typiquement ce que fait cette coalition, Business for Inclusive Growth. Et par exemple, vous avez des concurrents entre eux, L'Oréal et Unilever, qui travaillent en particulier en Asie, mais aussi au niveau mondial, sur ce qu'on appelle à un moment donné du decent wage, des salaires décents auprès des fournisseurs, pour faire changer les choses. Et puis le deuxième point, c'est le fait de dire, je vous ai dit la solution, c'est de coopérer, mais en fait, je suis convaincue que la vraie solution, ce n'est pas la coopération, c'est la coopétition. Et la coopétition, ça fait partie de nombreux de mes travaux de recherche. C'est le fait, à un moment donné, d'allier à la fois de la coopétition et de la coopération. Ça veut dire que vous allez vous allier, en fait, avec des concurrents à vous pour peser, en fait, sur la transformation des supply chains, sur la création des supply chains et sur le fait qu'on va aller apporter, à un moment donné, de nouvelles approches sociales et environnementales avec les fournisseurs. Donc, on est vraiment sur un mix des deux. Je vous donne un exemple. On dit le recyclage du plastique, c'est génial. Carbios a développé une technologie de recyclage enzymatique du plastique. Start-up française, super. Seulement, si on ne se met pas à trois pour la soutenir, on est en concurrence à l'achat et en concurrence à la vente. Donc c'est Nestlé, PepsiCo et Suntory, Suntory c'est Orangina Schweppes, qui décident de s'allier ensemble pour soutenir un fournisseur. Mais ils sont en concurrence. Je suis désolée, j'ai pris l'exemple de l'aluminium. C'est l'exemple à un moment donné d'Alcoa et Rio Tinto qui s'allient ensemble face à la demande d'un client qui est dans ce cas-là, qui est Apple. Ou encore, on dit super des camions à hydrogène, mais les camions à hydrogène, si jamais à un moment donné, il n'y a pas les routes en Europe pour permettre de recharger, ce n'est pas possible. Donc vous avez des concurrents qui vont s'allier ensemble pour accélérer la diffusion de l'hydrogène dans les camions, qui sont Iveco, Volvo, Daimler, totalement en concurrence, avec des fournisseurs qui sont même totalement en concurrence pour aller développer à un moment donné des systèmes pour favoriser à un moment donné l'hydrogène. Et ces fournisseurs, c'est Shell, c'est Total, c'est etc., etc. D'accord ? Donc en fait, par rapport à ça, on est sur une transformation complète en termes de mindset, où il va falloir véritablement qu'on aille vers des nouvelles approches. Et donc la nécessité aussi de rapprocher de plus en plus les achats de la vente, parce qu'on se rend compte que comme on travaille avec des concurrents, il faut aussi qu'on comprenne les stratégies de vente, mais aussi de R&D, etc., etc. J'ai peur d'être short au niveau timing. C'est bon ? J'accélère ou Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, toute la difficulté, c'est qu'on va les manager, en fait, ce qu'on appelle des fournisseurs polymorphes. Et c'est pareil, ça fait partie de mes recherches où j'explique, en fait, que l'avenir, c'est d'aller manager ce drôle d'oiseau-là. Ce drôle d'oiseau-là, c'est nos fournisseurs de demain. C'est-à-dire, c'est mi-oiseau, mi-chat à la fois. D'accord ? Et je voudrais juste, pour que vous compreniez bien, qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur polymorphe. Un fournisseur polymorphe, c'est un fournisseur qui va prendre, en fait, qui va être différent en fonction de la situation dans laquelle on va se trouver. Je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez. Vous savez tous que le cuivre, c'est un sujet qui est clé à l'avenir. Et ça fait partie des critical raw materials qui ont été identifiés par l'Europe. D'accord ? Donc l'Europe a fixé aussi des objectifs en termes de recyclage, notamment de ces critical raw materials. 25% doit être recyclé à horizon 2030. Sauf que le cuivre, donc au niveau de l'extraction, on est limité, et au niveau du recyclage, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? C'est pour accéder en fait au cuivre. Et pour accéder à un moment donné à ce qu'on appelle des mines urbaines, par exemple.
Nexans, un des principaux fabricants en fait, de câbles en cuivre français, d'accord, il va fournir la SNCF sur des câbles en cuivre, et en particulier des câbles qui sont inviolables pour éviter que la SNCF se fasse voler ces câbles, parce que le cuivre, bien évidemment, ça devient de plus en plus cher. Donc, en fait, Nexans, on est d'accord, c'est un fournisseur de la SNCF qui est son client. Mais Nexans, il s'est dit, oui, mais il y a tout le vieux réseau des câbles de la SNCF qui, en fait, m'intéresserait bien pour le récupérer et pour pouvoir le recycler. Parce que c'est des kilomètres et des kilomètres de câbles qui ne sont plus vraiment utilisés par la SNCF. Donc, en fait, la SNCF va devenir aussi un des premiers clients de Nexans dans le cadre de la récupération du cuivre. Donc, ça veut dire que vous êtes dans des situations où, à la fois, vous avez face à vous, en fait, des clients qui sont à la fois des fournisseurs et des fournisseurs qui sont à la fois des clients. Eh bien, quand on va gérer ça au niveau des contrats, il va peut-être falloir qu'on change nos contrats d'achat et qu'on se rapproche aussi des ventes et qu'on se rapproche bien évidemment aussi de la R&D, de l'ingénierie, du développement durable, etc. Donc, on va aller aussi vers des contrats qui vont être de plus en plus compliqués. Un autre exemple, c'est, vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus utilisé au niveau mondial après l'eau? Le matériau le plus utilisé au niveau mondial après l'eau. Oui, tout à fait. Le sable, et plus globalement, le sable, ça fait partie à un moment donné de ce qu'on appelle les granulats. Le sable, c'est des tout petits granulats, d'accord ? Et puis ça va jusqu'à des granulats qui sont beaucoup plus gros, et on va en trouver partout, dans du béton, dans du ciment, dans de l'asphalte, dans des bâtiments, dans des routes, il y en a partout, d'accord ? Des granulats, au sens large. Au niveau mondial, on en consomme 6 tonnes par an et par tête. Je n'avais pas le sentiment que je consommais 6 tonnes d'agrégats par an, mais bon, en tout cas, c'est la réalité. D'accord ? Petit problème, c'est que les agrégats, quand on regarde à un moment donné le BTP en France, c'est le plus grand vecteur de déchets en France. 3/4 des déchets en France, ils proviennent du BTP. Vous allez déconstruire à un moment donné des bâtiments, vous avez énormément de déchets. Et alors, le niveau de récupération, il est très, très, très faible. Donc en fait, on pourrait tout à fait imaginer, parmi un certain nombre de déchets, aller récupérer ces déchets-là et en fait être capable de les réutiliser, les concasser, etc., pour en refaire des agrégats pour pouvoir les réutiliser. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que ça nous permettrait de préserver des ressources plutôt que d'aller effectivement récupérer un certain nombre d'agrégats au niveau, à un moment donné, dans la planète. Donc le premier point, c'est de dire qu'on pourrait recycler tous les déchets du bâtiment. Le seul petit problème, c'est que les agrégats, c'est lourd et c'est pas top quand on commence à les transporter. Parce que le transport, en fait, c'est 2/3 des émissions de CO2 des agrégats. Donc ça veut dire que l'idée du recyclage, génial, mais il faut qu'on reste sur de la proximité. S'il faut qu'on reste sur la proximité, ça veut dire en fait qu'à nouveau, on se retrouve dans une situation où, en fait, recyclage plus proximité, on retrouve des fournisseurs polymorphes. Parce qu'en fait, à ce moment-là, qui sont les fournisseurs ? C'est nos concurrents. Pourquoi ? Parce que vous avez à un moment donné Bouygues Construction qui est en train à un moment donné de démolir un vieux bâtiment, etc. Il va pouvoir à un moment donné avoir des agrégats à un endroit particulier. Et puis d'un seul coup, vous avez Eiffage qui arrive et puis qui dit sur un nouveau chantier, moi j'ai besoin à un moment donné d'agrégats. Le chantier que Bouygues Construction est en train de démolir, il est à 50 km du nouveau chantier d'Eiffage. Eh bien, Eiffage, il va aller se sourcer auprès à un moment donné des agrégats qui auront été générés par Bouygues Construction. Et donc, en fait, quand on regarde typiquement sur les problématiques de recyclage, on va aller beaucoup se sourcer aussi auprès de nos concurrents. Et à nouveau, on a des approches où, en fait, nos principaux concurrents sont en train de devenir nos principaux fournisseurs. C'est quelque chose qui est, par exemple, qui est très utilisé par... désolée, je ne me souviens plus du nom de l'entreprise qui fait des routes par Colas, qui fonctionne beaucoup sur cette logique-là. Donc voilà, en fait, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de super opportunités, mais il va falloir véritablement qu'on change un peu nos mindsets dans le management de la relation fournisseur et que si on veut réinventer tout ça, ça va se faire un peu dans cette logique-là. Hein. Ça va se faire un peu sur une logique de test and learn. Il y a un certain nombre de trucs à un moment donné qui vont nous exploser à la figure. On va tâtonner, on ne va pas être parfait partout. Hein, d'accord ? Mais en tout cas, il faudra essayer. Et pour essayer et pour être les meilleurs possibles, on ne pourra pas faire ça tout seul. Parce qu'en fait, on va avoir véritablement besoin de vous. On sera d'autant plus performant si en interne, on est hyper connecté
entre les différents départements qui sont partie prenante dans tous ces projets-là. Je vous ai parlé des sales, du rapprochement avec les sales, mais c'est super important qu'on se rapproche des départements de développement durable. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous dire on a besoin de vous pour à un moment donné transformer les choses, pour transformer les écosystèmes, pour construire les écosystèmes de demain. Il faut qu'on travaille ensemble sur ce que j'ai appelé en fait des organisations neuronales, où on est tous connectés. Et bien évidemment, on va devoir travailler aussi avec la R&D, avec tout ce qui est human resources, etc., etc. Donc voilà à un moment donné les grands points qui me paraissent déterminants. Donc pour conclure, quels sont les key points? Et là, je suis désolée, je vais me mettre de ce côté-là, donc je vais sortir du champ de la caméra. Sur les key points, en fait, je vous dis déjà, explorer les 6 dimensions de l'économie circulaire. Arrêtez d'être focalisé uniquement sur un ou deux des aspects. Ensuite, il faut vraiment promouvoir des logiques de co-développement dès les phases d'éco-conception avec les fournisseurs. Et c'est pour ça que j'appelle ça à un moment donné du co-éco-design. Travailler beaucoup plus sur l'économie de la fonctionnalité. Là, je me renvoie beaucoup plus aux acheteurs, mais aussi aux entreprises. Les entreprises ont peur de ça. Donc, oser. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on change les relations avec les fournisseurs, il faut qu'on aille vers des clauses différentes. Il faut oser aussi rentrer dans des symbioses locales. Arrêtons d'aller sourcer à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout de la France, alors qu'en fait, on a plein de choses en local qu'on ne regarde pas. Et les ETI sont vraiment au cœur de ces problématiques-là. Il faut être prêt à aller gérer des fournisseurs qui sont totalement différents, unusual. Il faut être capable d'aller scouter des innovations dans des domaines où on n'a pas du tout l'habitude d'aller. Il faut être hyper ouvert. Et à nouveau, on a besoin à un moment donné de travailler en collaboration avec les gens de la R&D, les gens de l'ingénierie et les gens de tout ce qui est développement durable. Et puis ensuite, il faut absolument qu'on comprenne bien que si on veut transformer véritablement les écosystèmes, il va falloir qu'on soit sur des logiques, on va travailler dans des consortiums, dans des coalitions et dans des joint ventures. Et donc, par rapport à ça, il faut que vous soyez ouverts à des logiques de co-opétition. Aujourd'hui, les achats, on a l'impression qu'on est les premiers là-dessus, mais on a besoin de votre support pour aller gérer ces logiques de co-opétition. Et donc, il faut qu'on soit prêt et accepter d'avoir des fournisseurs polymorphes et qu'on ait un mindset un peu différent. Et du coup, si on veut que tout ça fonctionne, il faut absolument qu'en interne, on travaille tous ensemble sur des organisations. J'ai peur d'avoir été trop longue. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Et surtout, merci de m'avoir accueilli.